Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo canapé. Vous avez bien aimé le concept la dernière fois, donc on recommence. La dernière fois, vous avez plébiscité de pouvoir mettre le nez dans mon historique internet, donc c'est parti. Loulou est avec nous, il a fait une petite sélection. Loulou, que penses-tu de la sélection du jour? Est-ce que ça va être marrant? Même moi, je comprends pas encore vraiment ce que je lis quand je re-regarde. Souffler du tabac dans la nuit. Dans la nuit. Oui, tout à fait. Donc c'est un truc très sérieux, hein. Le terme scientifique c'est insufflation alvine. En fait, ça consiste à souffler de la fumée de tabac, et non pas du tabac tout court, hein, dans le fondement des noyers. C'est une pratique qui est mentionnée pour la toute première fois en 1740, me semble-t-il. En tout cas, la première personne qui écrit sur l'insufflation alvine, c'est Réaumur. Voilà. J'aime beaucoup. Oui, pour que les gens se figurent un petit peu à quoi ça ressemble, c'est donc comme un gros narguilé, en fait, avec à l'intérieur du tabac. D'un côté, vous avez un soufflet pour envoyer le tabac vers un tuyau qui se termine par une canule, et la canule, on la branche au noyer, quoi. Et ça va très vite prendre, les gens vont beaucoup aimer l'idée, si bien que en 1760, on voit apparaître des associations de citoyens qui vont se cotiser pour en acheter, pour pouvoir pourvoir les quais, notamment à Lyon, où il y a beaucoup de noyers et où du coup on estime qu'on a besoin de pouvoir souffler de la fumée de tabac dans le cul à large échelle. Voilà, ça peut paraître un petit peu bête comme procédé, mais en fait quand on décortique d'où ça vient, c'est parfaitement logique dans l'esprit des gens de l'époque. À l'époque, il y a une croyance selon laquelle le noyer doit à tout prix être réchauffé. Et c'est vrai que c'est pas bête parce que sous nos latitudes, généralement, t'es noyé, c'est que t'es parti dans l'eau froide, donc généralement t'as de l'hypothermie en même temps, donc réchauffer n'est pas une mauvaise idée du tout. Et le tabac est quelque chose qui réchauffe les humeurs selon la médecine de l'époque. Il y a d'autres procédés pour réchauffer les noyers qui sont assez rigolos. Par exemple, en 1733, il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom qui propose d'uriner dans la bouche du noyer. Ça paraît un peu contre-intuitif. Et je le vois pas dans ton historique là, je l'ai pas dans ma liste. Non, c'est sorti tout seul, tu vois. T'as pas continué la recherche du coup. Non, j'ai pas creusé la situation, parce que je me suis dit que j'allais tomber sur des choses que je voulais vraiment pas voir, si tu veux, tu vois. Attention, avertissement. Je recommande aux personnes sensibles à la souffrance animale de se boucher les oreilles jusqu'à la disparition de l'icône perruche. Ça ne sera pas long. Il y a aussi un autre procédé qui consiste à écorcher un mouton vivant pour recouvrir le noyer avec la peau qui est encore fraîche. Enfin, qui est encore chaude, du coup. Voilà, pour bien le revigorer. Du coup, ça paraît complètement logique de souffler du tabac pour essayer de à la fois réchauffer et à la fois rapporter de l'air à l'intérieur du corps du noyer. Voilà. Par contre, ouais. on n'a pas la réponse de qu'est-ce qui t'a amené à taper ça? Alors, ce qui m'a amené à taper ça, c'est parce que j'ai voulu travailler sur le carnaval en Pologne. Et pour autre chose que la chaîne YouTube. Et en fait... Et c'est bien connu, les Polonais se soufflent souvent du tabac dans le fion. Pas du tout. C'est qu'en fait, il y a un historien, un professeur d'histoire de l'université d'Aix-Marseille, dont je ne dirai pas le nom, parce que je ne veux pas l'écorcher, mais je vous l'écrirai ici, qui a écrit tout un livre sur le fait de souffler de la fumée de tabac dans le cul des noyers. Et en fait, selon lui, c'est une origine du carnaval polonais. Parce que dans le carnaval polonais, il y a une petite scénette qui est très célèbre, dans lequel un barbier va tuer son client, puis va le ressusciter en lui soufflant dans le cul. Et du coup, pour lui, c'est l'association de cette image populaire de sauver en soufflant dans le cul, associée au tabac qui réchauffe, qui a créé cette tradition de l'insufflation alvine, qui a quand même eu du succès pendant près d'un siècle. Hein. Alors, en fait, la cause majoritaire du manque de succès du truc, c'est pas qu'on s'est rendu compte que ça servait à rien, c'est que le tabac c'est cher à l'époque, et que du coup, tout ce qui était en libre service pour sauver les noyés se faisait vandaliser par les gens qui voulaient récupérer le tabac pour le fumer de manière normale, tu vois. Voilà. Seconde requête. Alors, c'est un combo de requêtes. A priori, dans l'élan, t'as tapé 4 ensembles de mots. Ouais. C'est assez relié, on sent que tu investigues et que tu creuses une piste. Ouais. On a temps cuisson chou-fleur, puis chou-fleur est mort,
puis vérité du chou-fleur, et enfin légumes préférés d'Hitler. Non mais, en fait c'est très logique. Je peux tout expliquer. Bon, temps de cuisson du chou-fleur, tu me connais, je ne sais jamais la cuisson des aliments, j'arrive pas à retenir, donc c'est très souvent que je tape temps de cuisson. Et j'ai un espèce de tic qui est que très souvent, quand je tape un truc qui m'intéresse pas beaucoup, hop, bah, je rajoute mort derrière, parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur une anecdote très marrante que je pourrais vous partager, un mec qui serait mort d'une attaque de chou-fleur, ou tu vois, j'en sais rien. Donc je tape toujours mort chou-fleur. Du coup, je suis tombée sur un article sur la mort de Joël Robuchon, et donc j'ai appris que son plat signature était à base de chou-fleur. Je crois que c'est de la crème de chou-fleur au caviar, quelque chose comme ça. Je suis plus certaine. Et j'ai aussi, je suis tombée sur une très jolie interview de lui, où il disait que pour lui, le rôle du cuisinier, c'est de faire sortir la vérité de l'ingrédient. Du coup, bah, j'ai tapé vérité du chou-fleur, et je pensais ne rien trouver. Mais j'ai trouvé une pièce de Bertolt Brecht qui s'appelle La résistible ascension d'Umberto Huy, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on dit chou-fleur? Pas du tout. Bertolt Brecht a été, enfin pas exilé, s'est exilé tout seul comme un grand aux États-Unis pendant le fascisme. Et il a donc écrit une pièce qui se situe à Chicago. Et c'est l'histoire d'un vendeur de chou-fleur qui est hyper frustré de ne pas avoir le monopole, de ne pas être le magnat du chou-fleur. Et du coup, comme il est frustré, il va se lancer en politique pour essayer d'avoir de l'influence dans un domaine, vu qu'il s'est foiré dans le chou-fleur. Vu la dernière requête, j'avais peur qu'il ait essayé d'éradiquer tous les autres légumes. Et du coup, bah voilà, justement, il devient homme politique, limite dictateur, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à Hitler, parce que tu sais que Hitler est végétarien. Tu le savais ou pas? Pas du tout. Vous le saviez? Et donc, je me suis dit, est-ce que par hasard, Hitler mangeait du chou-fleur, et est-ce que c'est pour ça que Brecht, tu vois, a... Et en fait non, parce que j'ai trouvé un article d'un historien qui a retrouvé la correspondance de la cuisinière particulière d'Hitler, qui, vu son nom que j'ai oublié mais doit être polonaise, t'as vu? Il y a un lien avec le... Et manifestement donc, elle lui faisait beaucoup de tartes, il adorait les œufs mais il mangeait ni viande ni poisson, et surtout bah, son légume préféré, qui d'ailleurs je pense n'est pas un légume, c'est le champignon haché rassemblé pour essayer de ressembler à de la viande hachée. Quoi d'autre? Patate ou cadavre? Dit comme ça, je trouve que ça ressemble à un jeu. Patate ou cadavre? Action ou vérité? Cadavre. Stop! À partir de là, Loulou et moi, nous avons passé de longues minutes à essayer d'inventer le jeu patate ou cadavre. 2 jours après, je me retrouve avec plus de 100 questions passionnantes sur l'histoire des jardins, de l'agriculture et bien sûr sur les Maccabées. Donc si vous avez des idées pour pimenter ce qui s'annonce être un jeu aussi palpitant que injouable pour les gens qui ne sont pas historiens ou botanistes, eh ben on attend vos suggestions dans les commentaires. Patate ou cadavre, ça fait écho à un fait divers. Fait divers qui se situe dans le nord-est de l'Angleterre, un petit village dont j'ai oublié le nom. J'ai découvert ce fait divers grâce au Twitter de Sud-Ouest Dordogne. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne surtout pas vous abonner à mon profil Twitter parce que c'est pas un vrai profil Twitter, je ne fais absolument rien dessus. Là, j'y suis allée parce que je savais que Sud-Ouest avait retweeté un de mes reportages sur Historia. Et donc, je suis tombée là-dessus. Alors, c'est une histoire rocambolesque, s'il en est. C'est l'histoire d'une dame qui se promène avec son chien dans la campagne anglaise, et d'un coup, surprise, que voit-elle au milieu d'un champ de pommes de terre? Elle croit voir un orteil humain. Donc elle appelle la police, qui va sécuriser le périmètre, apporter une équipe dur à dire, apporter une équipe cynophile, et s'apercevoir au bout de quelques minutes d'investigation qu'en fait il s'agit d'un champignon qui a poussé près d'une patate et qui ressemble du coup à un orteil. Cette vidéo est placée sous le signe du champignon. Voilà, du coup on sait pas si en dessous du champignon il y avait un orteil. En dessous du champignon il y avait une patate. Non, parce que le champignon il pousse sur quelque chose. Hein. Une patate. D'où le patate ou cadavre, tu vois. Voilà. Et ce qui est rigolo quand même, c'est que les flics
On dit qu'il saluait le comportement de cette dame et qu'il les invitait, tous les gens qui avaient le moindre doute, à les appeler. Voilà. Est-ce qu'on a encore une requête au magasin? On en a encore plusieurs, on sort de la cuisine par contre. Ah, A priori, on va dans une autre pièce. oui. Meubles en cadavre. Alors ça, ok, j'ai déjà fait une vidéo qui traite d'un guéridon qui a été offert à Napoléon III par un médecin italien, à l'intérieur duquel vous avez une marqueterie de fragments de tissu humain pétrifié, et au milieu vous avez un beau pied humain coupé et des oreilles aux 4 coins cardinaux. C'est un très très joli meuble dont j'ai déjà parlé. Et les meubles en humain, j'en connais plusieurs, je connais cet exemplaire-là, il y en a quelques autres au musée de Naples qui sont un peu intérieurs, qui datent de 1830. Mais est-ce que véritablement tu serais pas passé à côté de certains exemplaires? Donc j'ai tapé meubles cadavres dans Google Scholar. Ne me demandez pas pourquoi j'ai rebondi sur le Google normal, voilà. Toujours est-il que je suis tombée sur un article du Parisien qui relatait un fait divers. Alors vraiment l'article du Parisien, le titre c'était un truc du genre il tue son père, le découple et en fait un meuble télé. Donc moi je me suis dit génial, enfin génial, j'ai pas dit génial mais j'attendais quelque chose de... Je m'attendais à de la menuiserie, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'était très décevant, hein. La réalité, c'était qu'il y a un mec qui avait tué son père, découpé, il l'avait mis dans un carton et il avait posé la télé dessus. Et quand les flics sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait une flaque sous la télé un peu suspecte. Il y a un autre meuble en cadavre qui est absolument génial. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu passer. Il s'agit d'une table basse en verre contenant une femme morte. Tu connais ou pas? Non. Voilà, un homme transforme le cadavre de sa femme en table basse. Le mec dit qu'il a obtenu une autorisation spéciale, donc il a légalement le droit de garder sa femme dans son salon, et que ça lui a coûté 6 000 $ pour avoir un cercueil qui, je cite, empêche la décomposition. Et je comprends pas très bien comment ce truc peut empêcher la décomposition, parce que ça a pas l'air d'être rempli de liquide du tout. Je me demande si c'est sous vide. Ouais. Tu vois, comme un steak, une bavette d'aloyau. Requête suivante. Godemiché, nécrophile. Ah oui, alors ça, bah déjà c'est de votre faute, parce que c'est vous qui m'avez demandé un épisode sur la nécrophilie. Et donc je savais qu'il existait un godemichet à l'intérieur duquel vous pouvez mettre les cendres de votre conjoint décédé. C'est un très bel objet, c'est tellement un bel objet que il n'est fait que sur commande, et que pour savoir combien ça coûte, il faut demander un devis, ce que je n'ai pas fait, hein, parce que je suis un petit peu superstitieuse de temps en temps. C'est donc un très beau coffret, à l'intérieur duquel vous avez le petit dildo, dedans une toute petite capsule en or à l'intérieur duquel vous mettez les cendres. Et ce petit dildo est rangé dans une très jolie boîte qui contient moultes accessoires, un petit emplacement pour porter l'alliance de votre défunt mari, 2 enceintes qui diffusent de la musique. Alors le problème c'est qu'il faut avoir un iPhone pour que ça fonctionne, puisque la prise derrière est juste pour les iPhones. Il y a également un diffuseur de parfum. Et il y a aussi un petit tiroir capitonné dans lequel vous pouvez ranger un souvenir ou une photographie de votre cher et tendre disparu, pourquoi pas. L'ensemble se ferme à clé et la clé est en or et se porte en pendentif autour du cou. L'ensemble s'appelle 21 grammes, tout simplement parce que 21 grammes c'est le poids supposé de l'âme humaine. Attends, ah non, fallait que je te dise un autre truc aussi. Parce que comme j'ai cherché ça, je suis tombée sur un autre godemichet, cette fois-ci en forme d'os humain. Alors, c'est vraiment très impressionnant parce que cette partie-là, elle est ultra réaliste et il s'agit d'une extrémité proximale de tibia. Il y a tellement de détails dessus que je suis relativement persuadée que le moule original a été fait d'après nature, quoi. Soit par moulage, soit avec un sculpteur hyper réaliste, mais vraiment, c'est vraiment un tibia humain. Ça mesure 26 cm, donc c'est quand même plus petit qu'un tibia, et surtout l'extrémité utilisable hein, ne ressemble pas du tout à une extrémité tibiale, pour le coup, ça ressemble plutôt à... C'est dommage que vous n'ayez pas la tête de Loulou derrière. Ça ressemble plutôt à une extrémité
Huméral, voilà, c'est un peu rond, voilà. Ça coûte mine de rien 150 dollars US, voilà. Alors, à partir de là, ma carte SD a cramé les rushs de la vidéo. Quand je m'en suis rendu compte, je suis devenue zinzin parce que j'avais plein de choses hyper importantes à vous dire. Comme par exemple, un immense merci pour votre générosité sur Tipeee, notamment après la sortie de ma vidéo sur la prostitution. Et merci aussi à tous ceux qui envoient du like et du partage parce que le soutien moral, c'est également très important. À tout bientôt, bisous bisous.